Dans ce podcast, on a commencé à parler des chiens dits réactifs ou des chiens avec lesquels la relation peut être difficile au quotidien. Pendant longtemps, j'ai pensé que ce qui était dur, c'était surtout le comportement du chien. Et en fait, je me rends compte que c'est un peu plus complexe que ça. Il y a bien sûr la réalité du chien, les contraintes, le stress que ça peut générer, mais il y a aussi ce que ça vient toucher chez nous, dans notre histoire, dans notre manière de nous attacher, dans notre rapport aux autres. Et j'ai l'impression que c'est vraiment à la rencontre de ces deux choses que ça se joue et que ça peut être vécu très différemment selon les personnes. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est d'explorer tout ça ensemble avec Morgane, que je vais laisser se présenter. Alors moi, je suis Morgane, donc je suis psychologue, j'anime le compte Game of Walls sur Instagram et je travaille en thérapie assistée par l'animal, depuis plusieurs années. Je suis formée en comportement canin et depuis un peu plus de 5 ans, j'accompagne les personnes d'un point de vue psychologique qui, se retrouvent en difficulté, ou qui peuvent ressentir de la souffrance ou de la détresse dans la relation avec leurs animaux. Donc chiens majoritairement, mais voilà, il y a aussi tout autre type d'animaux. Donc moi, je suis vraiment axée sur la partie, psycho de l'humain. On va parler de cet accompagnement spécifique un petit peu plus tard, mais est-ce que tu souhaites nous raconter un petit peu et nous présenter tes chiens? Oui, alors du coup, moi j'ai 2 chiens loups, donc Azaï et Dakota, qui ont été, souhaités, désirés, qui ont été cherchés, loin. Donc Dakota vient de Suisse et Azaï vient de Normandie. Donc on a fait beaucoup de routes pour aller les chercher. Je m'étais renseignée sur les élevages, donc j'avais vraiment essayé de tout faire bien, hein, pour le coup, de me renseigner sur les différents types de chiens loups, qu'est-ce qui pourrait correspondre le plus à notre mode de vie, de rencontrer les élevages, de les appeler, de regarder un peu les lignées, de poser les questions qu'il faut poser quand on va en élevage. Enfin, on a vraiment essayé, de tout faire correctement pour mettre toutes les chances de notre côté pour que ça se passe bien et ça a été, intense malgré tout. Donc comme quoi, essayer de tout contrôler, c'est pas forcément ce qui fonctionne le mieux, en tout cas pour nous. Mais du coup, on a Dakota qui est la première qui a toujours été la plus sensible des 2. Pour le coup, je pense qu'à son arrivée, je me mettais aussi beaucoup de pression et donc je pense que j'ai eu le droit à un petit puppy blues, des familles que j'avais pas identifiées comme telles à ce moment-là. Heu, 1 an à peu près après, donc quand elle avait 2 ans, on est allé chercher, Azaï, non un peu moins, 1 an et demi, on est allé chercher Azaï. Donc Azaï par contre ça a été, à côté de Dakota, le chiot facile. Enfin vraiment, on s'est dit: «Ah c'est ça un chien? Mais c'est cool!» Tiens, je pleure pas tous les jours, c'est plus facile. Et du coup, on a eu 1 an de répit où c'était plutôt pas mal, donc avec toujours la sensibilité de Dakota, mais cette petite joie de vivre et douceur d'Azaï. Et malheureusement, on n'a pas été super bien orientés ou conseillés et on s'est retrouvés sur une séance, où on nous avait, voilà, Azaï commençait un petit peu à monter hormonalement et il avait un petit peu des comportements de petit kéké mais gentils. On nous a orientés vers, une personne, et les chiens ont déglingué Azaï. Donc on s'est retrouvés aux urgences un dimanche avec le chien scalpé, des trous partout dans le corps, voilà, il avait 16 mois le pauvret et depuis, bah, du coup, réactivité congénère plus malgré tout le travail qu'on a fait pour essayer d'en sortir. Traumatisme, réactivité congénère, donc finalement c'est arrivé assez vite, hein. Azaï avait 16 mois pour les 2, puisque Dakota a aussi été impactée, même si elle a pas été touchée physiquement en tant que spectatrice, bah, ça a eu aussi des conséquences, plus des conséquences sur la dynamique à 2. Donc aujourd'hui on tricote un petit peu avec, bah, la réactivité congénère, avec, l'anxiété de séparation et avec effectivement des problématiques médicales, prioritairement du côté de Dakota, mais Azaï aussi 2-3 petites choses où, on a eu, des années d'errance médicale, où on disait c'est comportemental, je pense que tu connais. Des années d'errance médicale, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on tombe sur, une vétérinaire qui nous dit: «Bah, en fait non, je pense que votre chienne elle est douloureuse et que ça a rien à voir au niveau du comportement». Donc voilà, donc aujourd'hui, il y a pas mal de petites choses entre des douleurs ostéo-articulaires, le foie qui va pas bien, probablement peut-être des choses autour du digestif aussi, voilà, qui fait qu'elle a quand même un traitement lourd et qui permet aussi un petit peu de souffler. Ça règle pas tout, mais effectivement le fait de prendre en charge les douleurs aide aussi. Et sur Azaï, on suspecte une entéropathie digestive, voilà, qui s'est manifestée, récemment, donc on est dans le soin, le soin, l'accompagnement. Est-ce que tu peux nous dire, toi, un petit peu comment tu as vécu toutes ces années accompagné d'Azaï et de Dakota?
Ouais, c'est très ambivalent. Je pense que c'est très ambivalent parce qu'il y a un amour profond, je les adore. Je les trouve absolument incroyables. Enfin, ils m'ont ouvert des portes incroyables. On a fait, plus de choses que ce que j'aurais pu rêver d'imaginer, avant de les avoir. Enfin, professionnellement, ça a complètement orienté ma pratique clinique. Ça m'a permis d'ouvrir le compte Game of Thrones et donc du coup aussi de pouvoir, ouvrir une nouvelle porte professionnelle sur des choses qui me passionnent, de relier la psychologie et l'éthologie. On a fait des shootings photos, ils ont travaillé en centre de soins, ils travaillent encore avec moi. Enfin, ils ont travaillé longtemps parce que là, Dakota est à la retraite en thérapie assistée par l'animal. Enfin, ils sont absolument incroyables. On a voyagé partout, moi, on m'avait dit: «Le chien loup, c'est compliqué, voilà». Moi, je trouve qu'ils ont des capacités, ils adorent l'humain, enfin, je trouve que ils ont des capacités incroyables. Malgré tout, effectivement, il y a cette ambivalence parce qu'il y a aussi toute cette partie qui est extrêmement douloureuse, de la réactivité, du stress, de l'hypervigilance en balade. De se dire à chaque fois que je sors, plus traumatique, hein, parce que clairement pour moi il y a eu aussi des traumatismes, hein, de se dire: «Bah, en fait chaque fois que je sors en balade parce qu'ils en ont besoin et que c'est normal pour eux en tout cas, il faut que moi j'arrive à gérer toute cette partie psychologique, émotionnelle, ces antécédents qu'on a eus, qui sont là encore en trame de fond et qui clairement me parasitent». Donc c'est lourd, hein, c'est lourd, c'est réfléchir, bon je pense que tu connais et que plein d'autres personnes se reconnaîtront aussi, c'est réfléchir aux endroits où on va, à quelle heure, modifier son emploi du temps pour essayer de coller, à leurs besoins tout en ne mettant personne en insécurité, en danger, tout en faisant en sorte de pas être dans un état de stress et de panique énorme. C'est, voir des professionnels, c'est investir du temps, c'est investir de l'énergie, c'est investir de l'argent, dans des séances, dans le comportement, dans les soins, c'est gérer une logistique, qui est quand même énorme, avec une charge mentale associée qui est assez importante. Hein, c'est avoir des soins pour soi aussi, hein. Moi, les traumatismes, que j'ai vécus avec eux, parce qu'il y en a plein, hein, que ça soit des attaques, sur eux ou sur d'autres, que ça soit quand ils se sont retrouvés au milieu d'une voie de train parce il y avait un chevreuil écrasé et qu'on a failli se faire rouler dessus, que j'ai juste eu le temps de les sortir, des rails de train parce qu'il y a de la préda aussi. Voilà, il y a plein de choses qui se passent et qui font que clairement, il y a l'amour, il y a tout ce qu'on vit de merveilleux ensemble et puis il y a le côté, obscur de la force, on va dire, avec toutes les émotions douloureuses, la logistique, l'organisation quotidienne, la charge mentale, financière, qui est rattachée aux sensibilités qu'il peut y avoir et à l'historique qu'il peut y avoir aussi. Et justement, tu disais tout à l'heure, que tu as commencé ta pratique, spécifique, d'accompagnement d'humains, de chiens ou de d'animaux, c'est ça? Ça fait 5 ans. Comment c'est venu? Moi, du coup, j'ai travaillé en institution pendant plus de 10 ans et sur la fin de ma pratique institutionnelle, j'ai décidé de m'installer en libéral parce que j'avais besoin de ce nouveau souffle, cette liberté, cette créativité et en évoluant entre autres avec Azaï et Dakota, avec toutes les difficultés qu'on a pu rencontrer, je me suis rendu compte de 2 choses. Un, tout le monde te dit qu'un chien c'est merveilleux, que c'est que du bonheur, sauf que moi je me retrouvais pas forcément là-dedans. Et 2, avec mon compte Instagram qui à la base était un compte de photos puisque j'avais une activité photo, en partageant un petit peu les expériences quotidiennes et douloureuses et difficiles qu'on pouvait vivre avec eux à l'époque, hein, donc c'était Azaï avait 1 an, donc c'était il y a 7 ans. J'avais beaucoup de retours et de témoignages de personnes qui me disaient: «Punaise, mais en fait, moi, je vis la même chose et ça me fait du bien de pouvoir en parler et de voir que d'autres vivent la même chose parce qu'en fait, j'ai l'impression que je peux pas en parler». Soit parce qu'on me dit: «Bah non, mais attends, c'est qu'un chien», donc on minimise, «c'est que du bonheur», ou alors on remet la responsabilité et la faute sur moi. «Ah oui, mais tu es trop stressée. Ah oui, mais ça, c'est parce que tu es trop sensible. Ah, il faut lui montrer qui est le chef». Et donc du coup, de fil en aiguille, je me suis dit: «Mais punaise, c'est incroyable» parce qu'en fait, on est nombreux et nombreuses à vivre ce type d'expérience sans avoir de lieu où en parler. Et quand on en parle, on n'a pas toujours l'écoute ou l'accueil dont on aurait besoin ou le soutien dont on aurait besoin à ce moment-là. Et je me suis dit: «Mais punaise, c'est en fait, c'est» moi, je crois que je suis particulièrement touchée aussi par les publics, qui n'ont pas trop de place dans la sphère publique ou qu'on n'entend pas et je me suis dit: «Mais ces personnes-là, il faut leur donner, en fait, un espace d'accueil, un espace d'écoute, il faut leur donner un soutien, il faut pouvoir reconnaître l'importance, et la place que prennent ces relations dans leur vie quotidienne». Et à l'époque, en fait, quand je me suis lancée là-dedans et quand j'ai commencé à me spécialiser là, il y avait pas, de psychologue qui proposait ce type de en tout cas pas à ma connaissance. En France, il n'y avait pas de psychologue qui proposait ce type de consultation vraiment spécialisée et où vraiment on laisse la part belle en fait à cette relation et à tout ce que ça implique dans la vie. Moi, ça me Hem pose et question quand même. Pardon, je te coupe, mmh. ouais.
Je très naïvement, je me dis que n'importe quel psy est censé, pouvoir accueillir et accepter et en tout cas prendre en compte et en considération la place que peut prendre l'animal et ce que ça va impacter chez toi. Mais c'est peut-être très naïf et c'est peut-être et très personnellement, tu vois, moi j'ai consulté, pas mal de psychologues et de thérapeutes dans ma petite vie et en fait, c'est que très récemment que je suis tombé sur des psychologues qui comprenaient en tout cas même sans parler de comprendre, parce qu'en fait, je pense que tu as pas besoin de tout comprendre non plus quand tu es psychologue, mais qui ne balayait pas ça d'un revers de la main et je trouve ça assez fou quand même que ça soit le cas et donc je comprends clairement ton initiative à la base, mais pardon, je te laisse, Ouais. répondre. Non, non, tout à fait, tu as tout à fait raison et je pense pas que ça soit méchant, mais je pense qu'il faut savoir plusieurs choses. C'est que un pour alors moi je suis une vieille, hein, donc je suis sortie en 2012, donc il y a 14 ans de la fac. À l'époque, on n'abordait pas du tout, la question de l'animal dans les études. On parlait très légèrement de la thérapie assistée par l'animal, mais où l'animal était plutôt objet, thérapeutique que réel collaborateur et oui, on disait: «Oui, bah, oui, pour certaines personnes, les animaux, c'est important, point». Ça s'arrêtait là. Donc je pense qu'il y a pas de formation et de sensibilisation par rapport à ça. Ça a peut-être changé aujourd'hui, mais quand je vais dans des formations, j'ai pas trop l'impression, qu'on en parle. Deuxième chose, je pense qu'il y a aussi quelque chose de très culturel dans les représentations qu'on peut avoir et ça, je pense que il faut pas l'oublier, même si le psychologue, psychiatre, en tout cas les professionnels de l'accompagnement sont censés être non jugeants, bienveillants, on est quand même soumis à des biais culturels, éducatifs et qui vont venir contribuer à construire nos représentations. Et donc du coup, si dans mes représentations culturelles, même en tant que professionnel, le chien ou l'animal, c'est un petit bonus ou quelque chose à part, mais qui n'est pas censé être central dans la vie d'une personne, je vais peut-être plus facilement avoir tendance à balayer ça d'un revers de la main. Ou minimiser, ou me dire: «Ah mais non, mais il y a d'autres choses qui sont intéressantes, genre ça, là, ce qu'il est en train de me dire par rapport à son papa ou sa maman, je veux aller là». On est quand même biaisé, on est humain, enfin, ce truc de neutralité, bienveillante, moi j'y crois pas du tout, c'est pas du tout un concept qui me parle de, voilà, une sorte de personne un peu robotique, froide, neutre, très bienveillante. Non, on vit la consultation avec les personnes, on vit aussi en fonction de ce qui nous anime, en fonction de comment on s'est construit, en fonction de ce qui résonne ou pas chez nous et forcément on va être un petit peu biaisé. Donc si on se retrouve face à un professionnel qui, un, n'a pas les affinités par rapport au monde animal ou deux, qui a des représentations culturelles très spécifiques, bah en fait forcément à un moment donné on va pas se rencontrer. J'y crois pas non plus moi, toute cette histoire de neutralité bienveillante. Par contre, je me dis que, tu vois, un patient, ou une patiente qui arrive et qui a besoin tu sens en fait qu'il ou elle a besoin de décharger complètement par rapport à ce sujet-là. L'idée, c'est de, même si tu as pas la représentation de, ça peut prendre de la place dans ta vie, tu peux quand même te dire juste, bah, en fait, elle a besoin d'en parler et juste lui offrir cet espace-là, juste ça, Tout à sans fait. avoir besoin de tout de suite l'emmener et l'orienter Mmh. vers ce que toi tu connais et où tu as envie d'aller. Tout à fait et je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'effectivement, il faut pouvoir et il y en a plein qui le font. Il y en a plein qui le font, et je pense qu'il faut pouvoir effectivement accueillir, et soutenir tout ça, laisser un espace pour ça et tu vois, sur mes autres confrères ou consoeurs que je connais, je trouve qu'il y en a beaucoup qui sont en mesure d'accueillir. Maintenant, est-ce que la réponse derrière est adaptée? Pas tout le temps parce qu'ils sont pas formés. Donc par exemple, typiquement, quand on te dit: «Ah bah oui, mais votre chien est détruit chez vous quand vous partez, vous n'osez plus sortir de chez vous», bah, est-ce que vous pouvez pas l'enfermer dans une pièce? Voilà, c'est pas méchant, c'est que je pense que la personne essaye vraiment de chercher une solution pour aider, son patient et en même temps, le fait que les connaissances ne sont pas à jour vont amener des difficultés dans la relation thérapeutique parce que la solution qui peut être potentiellement proposée ne va pas aller ou en tout cas peut aller à l'encontre du bien-être de l'animal ou du bien-être, du foyer globalement. Donc va pas être Mais dans ce cas-là, entendable. par exemple, où la psychologue dépasse clairement de son cadre, parce que là, il va donner un conseil sur du comportement, même si à la base, c'était pour, j'imagine, pour soulager la souffrance, de l'humain, de lui-même, Tout tu à vois? fait, tout à Donc fait. mais c'est pas facile, hein, je dis ça, j'ai Exactement. l'impression d'être très critique, mais c'est parce que c'est la difficulté et je suis quand même surpris, même si moi ça me parle énormément et au contraire, tu vois, ça m'a ouvert des portes de voir qu'il y avait des professionnels de l'accompagnement qui se spécialisaient là-dedans. Je me suis senti compris et entendu, mais en même temps, je me suis posé la question, je me suis dit: «Mais attends, mais c'est pas normal qu'on ait besoin de se spécialiser là-dedans». Mmh.
Ouais, j'entends ce que tu dis et je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'à un moment donné, il peut y avoir un glissement, mais parce que la limite est fine entre, ce qui appartient à notre rôle, ce qui n'appartient pas à notre rôle. C'est comme en tant que comportementaliste ou en tant que vétérinaire, des fois, on peut aussi donner des conseils qui sont pas de l'ordre de notre métier. Par exemple: «Oui, mais par rapport à votre stress, peut-être que vous devriez faire ça». Oui, OK, mais est-ce que c'est le rôle du comportementaliste ou est-ce que c'est le rôle d'un autre professionnel? C'est pas donc c'est vrai que la limite est fine, hein, clairement. Et je pense que par rapport au fait, de se devoir se spécialiser, ça peut être étonnant et en même temps, je me dis: «Pas tant» parce qu'on est quand même sur 2 espèces très différentes et sans avoir de connaissances dans les 2 espèces, c'est pas toujours évident de trouver des pistes pertinentes avec la personne qui tiennent compte du bien-être de chacun. D'autant plus qu'encore une fois et je reviens là-dessus parce que pour moi, il y a vraiment ce côté systémique, on est teinté, dans nos représentations, nos perceptions et nos connaissances par le système culturel dans lequel on évolue à l'heure actuelle. On est biaisé par ça, qu'on le veuille ou non. Qui moi tu vois, me rend peut-être un peu triste, tu vois? C'est que je me dis en fait qu'il y a des humains et des humaines qui vont aller faire l'effort d'aller, vers un accompagnement et qui vont pas trouver en fait l'espace d'accueil et d'écoute et en fait qui vont être soit découragés, soit démotivés, soit, complètement, désabusés dans le sens où ils vont se sentir complètement seuls parce que même quelqu'un qui est censé quand même, pouvoir recueillir n'importe quelle parole, ils vont pas avoir le sentiment de se sentir écoutés et c'est juste que je pense à ça, mais en fait je comprends, enfin c'est de l'humain, c'est Ouais. difficile en fait, c'est très complexe. Tout et c'est l'humain et c'est l'animal et c'est la relation entre les 2. Donc on est sur 3 dimensions différentes qu'il faut maîtriser pour pouvoir avoir un accompagnement le plus ajusté possible, sachant que même avec ses connaissances, des fois, on tape à côté et et dans ce que tu dis, je trouve ça important. Alors j'essaie d'amener des éléments d'explication, mais je trouve ça important aussi d'entendre qu'à un moment donné, faire la démarche, c'est difficile et que quand on se retrouve face à un ou une professionnelle qui peut être soit violent, pas bien traitant ou dénigrant ou qui peut minimiser ou invalider ce qu'on vit, volontairement ou pas, soit être maladroit, bah, clairement, ça peut créer des choses, des douleurs, de la détresse, un sentiment de solitude et plein d'autres choses qui peuvent être délétères dans le cadre du suivi thérapeutique alors qu'on a besoin d'être pris en soin et qui peut décourager, clairement. Qu'est-ce que toi tu proposes? Comment tu as construit cette réflexion-là? Vers quoi tu t'es orienté? En termes de courant théorique aussi, en termes d'outils? Comment tu prends en charge tout ça? Alors, moi, mes courants théoriques, ils sont assez congruents avec ce qui se passe au niveau du milieu canin à l'heure actuelle, donc c'était un peu une évidence. J'ai pas j'ai pas eu à beaucoup chercher pour pouvoir, construire ma pratique clinique autour de ça. Mais en tout cas, moi, de formation, donc j'ai fait un master où j'avais 2 spécialités, c'était la neuropsychologie et la psychologie clinique type thérapie cognitive et comportementale. Donc je suis sortie avec les 2 casquettes et pendant 1 ou 2 ans, j'ai exercé les 2, neuropsy et psy clinique. Aujourd'hui, la neuropsy, j'en fais plus. Ça me donne quand même une grille de lecture qui est intéressante, par rapport aux humains et par rapport aux autres espèces, de pouvoir avoir cette compréhension de ce qui peut se passer au niveau cognitif et neuropsy. Aujourd'hui, moi, je suis plutôt les approches que j'utilise principalement, ça va être tout ce qui est thérapie cognitive et comportementale, ce qui ressemble aussi un petit peu tout doucement à ce qui commence à émerger au niveau du milieu canin. Ça va être la thérapie des schémas. Donc là, on va toucher à tout ce qui est attachement, et besoins fondamentaux, construction de schémas précoces, qui peuvent être adaptés ou inadaptés, qui vont continuer un petit peu comme, une radio en bruit de fond, qui continue à nous susurrer des trucs pas sympas et qui peuvent nous mettre en souffrance dans différents domaines de notre vie et l'EMDR, donc qui est une approche spécialisée dans tout ce qui est traitement des psychotraumatismes et donc ça reste des approches qui sont validées scientifiquement. Donc moi, c'est des choses qui à l'heure actuelle, peut-être que dans 10 ans, on dira: «Ah bah non, c'est complètement planté», mais à l'heure actuelle, on a quand même un corpus d'études scientifiques qui est intéressant et qui était important pour moi dans mon approche. J'ai plein d'autres formations, hein, bon, que Mais, j'utilise moins, l'hypnose, ce genre de choses où j'ai moins accroché, mais heu, voilà, j'avais moins d'affinité avec ces approches-là, mais voilà, je me suis formée un petit peu à pas mal de choses. et justement, si on parle des humains et des humaines qui viennent te voir, est-ce que alors c'est un peu une question délicate parce que j'ai surtout pas envie de généraliser ou quoi que ce soit, mais est-ce que tu trouves que ce public-là, justement, a certaines spécificités? Quels sont les plus gros défis que tu rencontres avec ce public? Et est-ce que tu vois des points communs ou des choses qui reviennent plus souvent? Voilà. C'est une très bonne question. Alors la première, c'était: «Est-ce qu'il y a des spécificités?» Oui, je pense. En tout cas, voilà, il faut quand même se dire que moi, il y a un biais de sélection parmi les gens qui viennent me voir. C'est-à-dire que des personnes pour qui le chien, c'est un objet qu'on met dans le jardin parce que ça fait joli, ils viendront pas chez moi.
Donc du coup, voilà, il y a quand même un biais de sélection qui va faire que ça va être une certaine partie de la population qui va se dire: «Tiens, effectivement, aujourd'hui, je ressens le besoin de pouvoir aller consulter une psychologue». Souvent, c'est des gens qui sont très investis, qui ont un sentiment de responsabilité hyper important, qui sont dans le care par rapport à l'autre, donc c'est-à-dire le fait de prendre soin de l'autre, de façon très importante et du coup avec tout ce que ça peut amener. Donc anxiété, culpabilité, honte, hem, isolement social au bout d'un moment parce que, ben, on se dévoue beaucoup, à l'autre, impact sur les relations sociales, impact dans le couple, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Trauma, beaucoup de traumatisme aussi. Et c'est là où je trouvais que l'EMDR et la thérapie des schémas étaient particulièrement adaptés. Parce que souvent, en fait, ça ne se joue pas que dans la relation avec l'animal. La relation avec l'animal va être un accélérateur, de choses qui sont déjà préexistantes. Et c'est là où je trouvais ça intéressant par rapport à la thérapie des schémas. Tu sais, tu vois de quoi je parle, mais par rapport à la thérapie des schémas et à l'EMDR, de pouvoir se dire: «Mais en fait, on vient tous avec un bagage et quand on rencontre notre animal, il y a quelque chose qui se passe qui va nous mettre en difficulté». Et souvent, on a quand même un bagage qui est là, qui est présent et qui va s'activer ou se suractiver à ce moment-là, dans certaines situations avec notre animal. C'est pas le cas pour tous, hein. Après, j'ai aussi des personnes où il y avait rien, il y avait rien, il y a jamais rien, mais où en tout cas, c'était plutôt chouette et qui ont vécu des choses avec leurs animaux qui sont vraiment pas chouettes et qui ont développé du coup derrière, de l'anxiété, de l'isolement ou des situations de vie qui sont extrêmement complexes de par la sensibilité de leur animal et qui sont invivables et intenables. Est-ce que, selon toi, les difficultés qu'avoir un chien réactif, au quotidien, ça amène, est-ce que c'est des difficultés qui sont inévitables chez tout le monde, en fait, peu importe si tu as un terrain, plus ou moins, comment dire? Fragile? Je sais pas si c'est le bon mot, tu me corriges, hein, n'hésite pas. Hem, ou est-ce que, ça dépend aussi beaucoup de la personne et de l'histoire? Tout à fait, je c'est multifactoriel. Pour le coup, je pense qu'il y a pas de réponse en tout blanc ou en tout noir. C'est vraiment multifactoriel, c'est-à-dire que, en fonction de notre histoire, de ce qu'on a vécu, de ce qui se passe, de notre environnement actuel, hein, c'est-à-dire que si, je donne des exemples, je donne un exemple fictif, mais si je suis jeune maman, célibataire, en difficulté financière, avec un bébé qui a 3 mois et un chien ultra réactif, humain, congénère et que je vis en pleine ville et que j'ai peu de ressources sociales pour m'aider autour et ou peu de ressources financières pour faire appel à des pros qui peuvent m'aider, forcément, qu'importe ce que j'ai vécu, il y a une chance, en tout cas une probabilité que, je vive très difficilement ces situations qui déjà de base sont très difficiles. Et à contrario, je peux avoir des vulnérabilités en lien avec mon histoire de vie et en même temps être dans une configuration actuelle qui fait que malgré la difficulté, je vais pouvoir faire face différemment à cette situation, de façon peut-être plus sereine. Je vais pas dire facile parce que c'est jamais facile, mais de façon peut-être plus sereine. Donc voilà, j'ai envie de dire, il peut y avoir des vulnérabilités qui vont augmenter la probabilité, peut-être d'une certaine façon, qu'on soit plus ou moins touché par rapport à certaines choses, qu'on gère plus ou moins facilement ou difficilement certaines situations. Et en même temps, ça fait pas tout. Il y a aussi tous les apprentissages, les ressources, les compétences qu'on a développées, l'environnement dans lequel on vit actuellement qui va jouer, qui va être aidant ou pas aussi. Parce qu'en fait, il y avait moi, j'avais cette idée-là aussi que un chien, la présence d'un chien dans ton quotidien peut aussi, en fait, t'apaiser et amener beaucoup de choses et combler certaines, «lacunes» entre guillemets que tu pouvais avoir, notamment dans l'attachement. Chez d'autres personnes, ça va justement au contraire provoquer une insécurité encore supplémentaire. Tout à fait, c'est vraiment multifactoriel. Et tu parlais des défis aussi qu'il peut y avoir dans à exercer, en tout cas dans ce domaine-là. Un des défis que je vois pour moi à l'heure actuelle où j'en suis dans ma formation, c'est les neuroatypies, parce que je suis pas assez formée. Et j'ai une surreprésentation de personnes qui peuvent avoir un fonctionnement neuroatypique. Parce que pour certains et certaines, je veux pas faire une généralité, mais en tout cas, il va y avoir quelque chose de très apaisant à être en lien avec l'animal, comme tu évoques. Beaucoup plus apaisant qu'être en lien des fois avec d'autres humains ou, avec ses propres congénères. Il va y avoir quelque chose qui va venir un petit peu sécuriser, stabiliser, un lien qui va être absolument incroyable, mais avec plein d'autres choses qui peuvent se jouer autour, de l'anxiété sociale, de la peur du regard de l'autre quand mon chien réagit, parce que je suis déjà pas très sécure dans ma relation avec les autres, avec mes congénères à moi. Donc ça pour moi c'est aussi un défi et c'est, mes prochaines formations, à venir. Et est-ce que toi, ce deuil, du chien parfait, est-ce que c'est quelque chose qui est souvent remonté, par les personnes Mmh. que tu peux accompagner? Au Ouais, début en tout tout cas? à fait, Ou tout à fait. Tout à fait. Je réfléchis, j'avais envie de dire assez systématiquement, c'est quelque chose qui revient assez souvent, si ce n'est pas tout le temps et ce qui est légitime aussi.
Ouais, et tu penses que ça, c'est parce que c'est très culturel et qu'en fait, on nous a mis des images en tête du chien? Tu penses que c'est en partie, bah, je 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 pense sais que pas, ça mais joue. Je pense encore une fois, c'est multifactoriel. Je pense qu'il y a une dimension culturelle sur l'image et la place du chien dans notre société qui vient, d'une façon ou d'une autre, nous imprégner. Je pense qu'il y a nos expériences antérieures. Par exemple, quelqu'un qui a vécu avec des chiens, plus jeunes, qui a eu des supers expériences positives, mais ça se passait comme ci ou comme ça dans la famille et ça peut aussi venir, nous imprégner. Il y a nos attentes, il y a nos besoins. J'ai besoin d'avoir un compagnon qui m'accompagne partout, par exemple. Je pense qu'il y a plein de facteurs qui viennent, contribuer en tout cas à construire des attentes qu'on peut avoir, ce qui est encore une fois totalement humain et tout à fait, logique comme type de fonctionnement. En tout cas qui va venir construire des attentes, des représentations et où la réalité n'est pas toujours à la hauteur, ou en tout cas, sur le même plan que nos attentes, nos représentations, nos envies, nos besoins et des fois, bah, l'écart, il est petit, des fois il y en a pas et des fois il est immense. c'est quelque chose que tu vois beaucoup, ce truc de culpabilité de Ouais. pas faire assez? Parce que moi, ça m'a beaucoup touché moi, mais Oui, je voilà, généralement oui. Il y a vraiment cette envie en tout cas de bien faire, cet investissement, ce soin de l'autre, cette attention portée au bien-être de l'autre et donc du coup avec du coup derrière la honte, je suis pas assez, je suis pas à la hauteur, la culpabilité, je devrais faire assez, je devrais être plus comme ci, moins comme ça, c'est de ma faute. Sentiment de responsabilité qui vont faire que souvent c'est des personnes qui vont beaucoup travailler, qui vont beaucoup donner, qui vont beaucoup faire, mais qui du coup, par là même, vont aussi se mettre en difficulté et avoir des conséquences délétères, pour eux-mêmes sur leur fonctionnement, ce qui du coup va entraîner enfin après c'est un cercle vicieux, hein. Ce qui va entraîner de l'évitement, de l'isolement ou au contraire encore, une suradaptation ou un surcontrôle en faisant encore plus et qui du coup va augmenter la souffrance. ouais, je me retrouve complètement là-dedans et tu vois ce que disait Alice, dans le premier épisode aussi, c'est que les gens qui sont très soucieux justement du bien-être aussi de leur animal, limite vont se renseigner, mais à Mmh. un niveau, énorme, tu vois? Ils vont, limite des fois plus en savoir sur le comportement alors que c'est même pas leur rôle. Tu pas Si, d'accord ou mais je tu crois qu'on joue aussi avec un système qui est pas forcément favorable à ça. C'est-à-dire que je suis assez d'accord sur le fait qu'effectivement, les personnes, elles vont se former plus, plus, plus et je trouve ça beau. À partir du moment où ça amène pas non plus trop de souffrance, c'est-à-dire que c'est toujours une question d'équilibre. Est-ce que c'est OK pour moi de me former à ce niveau-là? Est-ce que je suis serein ou sereine avec ça? Ou est-ce qu'au contraire, ça prend une dimension qui est trop importante et qui induit de la souffrance chez moi? Et en même temps, à côté, on est aussi dans un système où, on le sait, c'est un milieu qui est pas toujours très réglementé, très régulé et on trouve, des personnes qui sont plus ou moins compétentes, plus ou moins formées, plus ou moins à jour au niveau de leurs connaissances, plus ou moins à l'écoute de ce qu'on peut amener, plus ou moins dans et je vais le dire, une dimension patriarcale aussi de la relation d'aide, hein, avec le côté, «Je suis l'expert, tu es le client, le patient et donc du coup, c'est moi qui ai la connaissance». C'est très culturel, hein, encore une fois. C'est pour ça que moi je forme à l'entretien motivationnel pour changer un petit peu ce type de dynamique relationnelle dans l'accompagnement. Je le dis pas de façon péjorative, c'est que je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête et du coup qui peut amener aussi de la souffrance en consultation. Je suis pas écoutée, je suis pas compris, je suis pas entendue, j'amène des éléments sur mon chien, on me dit: «Ah oui, mais non, c'est pas ça». Hem, voilà, il y a peut-être pas toujours beaucoup de collaboration avec certains professionnels, et encore une fois, pas volontairement, hein, je veux pas dire: «Oh, ils sont méchants, ils sont mauvais, ils sont pas compétents», mais je pense que c'est la formation dans le système culturel et dans lequel on est actuellement, mais qui du coup force aussi les gens à devoir se documenter et à se former pour pouvoir faire face et parer à tout ça. Moi, ça a été les raisons pour lesquelles je me suis formée, parce que je me suis rendu compte que les professionnels qu'on rencontrait, il y avait quelque chose qui allait pas. Soit ça collait pas au niveau des valeurs et de la relation qu'on voulait avoir avec l'animal, soit qu'il y avait un truc qui collait pas entre ce qu'ils me disaient qu'il fallait faire et ce que je voyais de mes chiens. C'est pareil avec les enfants d'ailleurs. Mais où du coup, je me suis dit: «OK, en fait, là, il y a un truc qui colle pas. Il faut que moi, j'aille me former pour comprendre ce qui est en train de se passer, pour pouvoir être ajustée derrière». Parce que là, ce qu'on me demande, moi, j'ai l'impression que je vais torturer mes chiens, en fait. Même en éducation dite positive, il y a voilà, il y avait des choses qui, pour moi, étaient pas OK par rapport à leur fonctionnement. Et ce décalage-là aussi, moi, je l'ai senti et c'est aussi ce qui m'a et je pense que c'est beaucoup de personnes, tu vois, qui se retrouvent dans cette situation-là de se dire: «Mais Mmh, attends, il y a un truc qui cloche, on me dit des trucs». Moi, ça je suis pas formé moi-même et donc je me dis: «Attends, je dois leur faire confiance» et en même temps, tu vois, ce truc-là de: «Oh, attends, ça il y a un truc qui va pas», tu vois? Je sais pas si c'est une question de valeur, une question de d'autre chose, mais il y a un truc qui va pas et c'est aussi ça qui m'a tout poussé, à moi, à fait me former, et donc aussi, comme effectivement, ça. par rapport à ce que tu disais, il y a ce côté
Il peut y avoir des schémas qui vont nous pousser à faire toujours plus, mais il peut aussi y avoir un système qui est pas suffisamment à l'écoute, soutenant, accompagnant et ouvert pour pouvoir tenir compte des éléments qui sont amenés. Et souvent, je trouve ce que je constate quand tu dis: «Bah, il y a quelque chose qui va pas», c'est que ton animal, tu vis avec et en fait, tous les contrastes, tu vas les saisir. Même si des fois on n'arrive pas à mettre les mots dessus, on voit les contrastes. Et quand tu vas chez le vétérinaire, chez un comportementaliste, chez un autre professionnel, moi je le vois typiquement avec Dakota, hein, enfin, aujourd'hui maintenant voilà, elle va avoir, 9 ans et demi, on ça se voit un peu plus, mais sur les dernières années, quand je les a non mais j'ai plein d'histoires comme ça et pourtant c'est des super vétérinaires, mais quand j'amenais Dakota chez ou comportementaliste, quand j'amenais Dakota chez les professionnels, tout le monde me disait: «Mais elle va bien ta chienne». Même dans ma famille, quand ils la voient, ils disent: «Mais elle va super bien ta chienne» et moi je suis là genre: «Non, ça ne va pas, il y a un truc qui va pas. Je le vois, regarde ça, 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 ça». Ouais, mais non, mais quand on la voit, elle va bien. Mais parce qu'en fait, ils vivent pas avec et donc il y a pas cette sensibilité, cette hyper connaissance en fait, cette capacité à saisir le contraste dans le comportement et des fois, c'est des choses super subtiles. Je donne un autre exemple, on a un vétérinaire que j'adore et que je trouve génial. Franchement, quand je vais chez lui, je suis contente parce que je sais qu'on va être bien reçu. Mais j'avais un chat qu'on a perdu il y a 2 ans. Ouais, juste avant mon accouchement, donc que j'adorais profondément, un jeune chat et en fait, à un moment donné, il se mettait un petit peu à tousser, puis il s'était mis un peu en boule sous le radiateur. Des petits détails comme ça qui on se dit: «Oui, bon, en même temps, c'est décembre, il fait froid, voilà, il a peut-être un truc qui lui chatouille un peu la gorge». Parce que c'était vraiment très ponctuel, il a peut-être un peu froid et quand j'ai emmené chez le vétérinaire, il a regardé le chat et il me dit: «Mais votre chat, il va bien, regardez, il pète le feu». Il était là, il faisait des câlins, il explorait, il sautait, il montait. Je disais: «Non, il y a quelque chose qui va pas». Il m'a dit: Bon, d'accord. Pour vous faire plaisir, je prends sa température. Le chat était à 40,1 et en fait, il avait, décembre, il avait bon, il a eu un truc absolument horrible avec du liquide dans les poumons, on sait pas d'où ça venait, autour des poumons aussi et donc du coup, on a fait le nécessaire, on n'était pas sûr qu'il donc c'était situation d'urgence, hein, alors qu'il me disait: «Mais il va bien?» Moi, j'étais là genre: «Non! Si, il va bien! Non!» Parce que, bah, lui, sans le connaître, effectivement, quand on le voit, on pouvait pas suspecter qu'il y avait quelque chose qui allait pas et 2 mois plus tard, on a voulu faire, une radio de contrôle. Tout allait bien, tout était revenu à la normale. En février, donc fin février, début mars, il y avait de nouveau un petit truc. Je suis retournée chez le vétérinaire avec Pixel, avec mon chat et je lui dis: «Je crois qu'il y a un truc qui va pas à nouveau» et il a regardé le chat, il me je m'en souviendrai toujours, il m'a dit: «Bon, moi je trouve qu'il va bien votre chat, mais vu ce qui s'est passé, votre connaissance de vos animaux, on va refaire une radio» et effectivement, c'était encore pire que la première fois et puis il a pas voilà, on a opéré, il a pas survécu, mais malheureusement, mais voilà, il y a aussi, je pense, cette connaissance que les humains et les humaines d'animaux ont et qui est pas toujours valorisée aujourd'hui dans la rela dans avec les professionnels de la relation d'aide. Et là, je parle du milieu animalier, mais c'est global. Médecins, psychologues, psychiatres, infirmiers, sages-femmes, voilà, enfin globalement parce qu'on n'est pas encore formé à ça et qu'il y a un biais culturel très patriarcal qui vient colorer un petit peu tout ça. Je suis l'expert, j'ai pas confiance en l'autre. On est dans une culture de la méfiance quand même, avec les patients, avec les animaux, avec les clients et ça peut, même très subtilement, venir un petit peu colorer la dynamique relationnelle. Et tu vois, moi, ça me fait penser à ça. Alors, il y a plusieurs choses, mais ça me fait penser à un psychiatre qui disait, qui était quelqu'un de reconnu dans le milieu des neuroatypies et qui disait, en fait, «Je prends toujours au sérieux des gens qui vont avoir fait des recherches, tu vois, de leur côté et qui disent: "Tiens, j'ai une suspicion de ça"». Parce qu'en fait, il disait que souvent, en fait, ça s'avérait, être le cas, comme ça et donc il prenait toujours au sérieux alors qu'il y a d'autres personnes, d'autres professionnels de santé qui vont dire: «Oui, bon, allez, encore quelqu'un qui est comme Tout à ci et fait, encore quelqu'un qui est comme ça». tout à fait. Voilà. Donc je trouve ça super intéressant, tu vois? De se dire: «Bah, attends, je dis pas que, toutes les personnes qui vont, arriver et dire, moi je suis potentiellement ça, ou j'ai potentiellement ça», mais je trouve qu'il faut pas balayer ça d'un Exactement. Ça revers de veut pas main, dire tu le vois? valider ou l'invalider, mais l'entendre et se dire: «OK, si toi tu te reconnais là-dedans, que tu as fait des recherches et qu'il y a des choses qui te parlent, on va aller l'explorer ensemble et on va voir ce qu'il en ressort». Et oui et donc moi ça me fait penser à 2 choses aussi, tout ce que tu dis, c'est que il peut y avoir ce bon côté-là ou ce côté positif de l'hypervigilance, c'est-à-dire que alors il y a un revers de la médaille, hein, mais de se dire qu'en fait ton chien, tu le connais absolument par cœur et que le moindre petit changement, comme tu disais, tu vois, le moindre petit changement dans son comportement, dans ses habitudes, tu vas le voir tout de suite. Alors, c'est pas facile non plus à vivre, hein, c'est pas une partie de plaisir, mais est-ce que ça aussi, ça peut aider à, s'affirmer, à prendre confiance en soi en se disant: «Mais en fait, ton chien, tu le connais absolument par cœur». Tu le connais jamais par cœur, il y a toujours des nouvelles choses, mais quand même et j'en viens du coup à ce point-là de se dire,
la difficulté de ça aussi et peut-être que tu travailles ça aussi, et que tu vois ça dans tes accompagnements. La difficulté de s'affirmer et de prendre confiance en soi quand tu as des Mmh. personnes, avec une autorité, quelle qu'elle soit et de se dire en fait que moi je connais mon chien, tu vois? Et encore je parle juste très rapidement de mon histoire avec chez le vétérinaire. C'est très récent que je puisse dire maintenant: «Là non, ça ne se passera pas comme ça» ou «Là non, c'est pas possible» ou «Là non», tu vois? Et j'arrive à me dire alors que j'avais ces connaissances sur mon chien avant, je le savais, comment il allait réagir, je savais ce qui allait se passer, sauf que j'étais incapable de le dire parce que déjà j'avais pas confiance en moi en me disant: «Peut-être que cette fois-ci ça va bien se passer» et je me disais: «La personne en face de moi connaît mieux, enfin c'est mieux Exactement. que moi» et donc il y a ce travail-là d'affirmation et de prendre confiance en Exactement, soi, tu vois? exactement et je trouve que c'est hyper important. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de central dans l'accompagnement. Souvent, c'est aussi en lien, comme dit, avec des expériences de vie qu'on a eues, avec des schémas. Si par exemple, je donne un exemple, mais si par exemple, un de mes schémas, c'est les gens sont dangereux ou peuvent abuser de moi, donc le schéma, tout ce qui est méfiance, abus, bah forcément, je peux avoir des comportements, et puis il y a toute une gamme comportementale, mais me dire, ok, il faut surtout pas, faut que j'aille dans le sens de l'autre, et il faut surtout pas que je le froisse parce qu'il y a un risque pour moi, par exemple. Donc il peut y avoir le travail sur nous pour justement pouvoir identifier qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se joue à ce moment-là et pouvoir trouver des alternatives. Il y a aussi la formation des professionnels. Et donc justement, quand on parle de la formation auprès des professionnels dans le monde animal, est-ce que et tu parlais d'entretien motivationnel, est-ce que tu peux nous en dire plus de cet aspect-là de ta pratique? C'est une approche, l'entretien motivationnel, qui existe depuis les années. J'arrive jamais avec les dates. J'aurais dit 80, mais c'était peut-être avant en fait. Bon, on s'en fout, c'est pas important les dates, mais en tout cas qui a été monté aux États-Unis parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, hem, le changement, c'est ce qui amène les personnes à venir consulter. On vient consulter parce que ça va pas et qu'on veut que ça change. Or, changer, c'est super difficile. Et je pense qu'on a tous des exemples où on s'est dit: «Mais punaise, ça, il faut que je m'y mette» et on le fait jamais. Des changements santé, tu vois, par exemple, je sais pas, travailler sur son alimentation, reprise d'activité physique, travailler moins, prendre plus de vacances, passer plus de temps, avec les gens qui sont importants ou avec ses animaux, ou encore, si on prend l'exemple des animaux, pouvoir, je sais pas, dans le cas d'un stress, de réactivité, qu'on génère, aller faire les exercices à l'extérieur, pouvoir administrer piquer son animal pour les personnes qui ont des animaux qui sont malades et qui doivent leur faire des piqûres. C'est dur, moi j'y arriverais pas, hein, personnellement, hein. Ils nous l'ont proposé pour la B12, j'étais là genre: «Il y a pas une autre option?» mais voilà, enfin, ou faire des soins spécifiques, sortir plus, répondre plus aux besoins de ces animaux. On enfin, il y a plein de gens qui ont conscience de l'importance de ça, qui ont envie de le faire et qui n'y arrivent pas ou qui ne tiennent pas dans le temps. Parce que le changement, c'est pas si évident que ça. Et du coup, l'entretien motivationnel, c'est une approche que moi j'adore et qui a été créée justement pour pouvoir soutenir les personnes dans le cadre des processus de changement. Et en fait, là-dedans, on va travailler sur la posture, donc sur quel type de relation thérapeutique on veut avoir, quel type de relation, ouais, de dynamique on veut avoir. Est-ce que je veux être l'expert ou est-ce que je veux être un partenaire? Ah, donc il y a vraiment tout un travail sur la posture du professionnel parce qu'ils ont montré que ça, c'était déterminant pour aider les gens dans le cadre du changement. Et ça sort souvent de ce qu'on nous apprend, nous, en formation. C'est une approche humaniste, hein, qui est centrée sur l'autre, enfin qui est issue des approches rogeriennes et humanistes, qui est centrée vraiment sur l'autre, où l'autre est au centre de la consultation. On parle par exemple jamais de nous. On va systématiquement être centré sur l'autre. Tu, toi, comment c'est pour toi, comment tu ressens les choses, c'est quoi toi tes idées. L'autre, il y a vraiment cette conception de l'autre comme étant une mine de ressources, comme étant une personne qui a une valeur inconditionnelle, avec des ressources, des forces, des capacités, et nous on est juste là pour la guider à un moment donné de sa vie, pour être le petit partenaire dans la barque qui fait l'autre rame, mais l'autre fait quand même sa rame à lui. Voilà, on est un compagnon de passage dans sa vie, et on n'est pas l'expert, hein. L'autre a sa propre expertise. Donc moi, je trouve ça incroyable en termes de posture. Il y a des techniques de communication dans le cadre de processus de changement très précis pour justement aider dans notre discours et dans la façon dont on va interagir l'autre à pouvoir passer les différentes étapes, arriver à son changement et le maintenir dans le temps. Et en fait, quand j'ai commencé à rencontrer donc moi je suis formatrice en entretien motivationnel depuis 2015, donc ça fait 10 ans. Je suis, membre du comité d'administration de l'AFDEM, donc qui est une grosse association francophone de diffusion de l'entretien motivationnel, une grosse association qui fait de la formation, de la sensibilisation et cetera. Et en arrivant dans le milieu animalier, j'ai rencontré plein de professionnels
qui avaient toutes des intentions absolument incroyables et bien et vraiment qui étaient très bien intentionnées et où en fait j'ai vu exactement tout ce qui se passe en santé humaine avec tous les warnings et les red flags et toutes les difficultés d'un point de vue communication et posture qui se retrouvaient, qui se répercutaient chez eux aussi et qui amenaient du coup des choses qui étaient des fois violentes, pas agréables ou qui freinaient le changement des personnes accompagnées et qui eux-mêmes les mettaient en difficulté. Il y a vraiment et je me suis dit: «Mais en fait, c'est la même chose, c'est le même les mêmes processus qui sont en jeu quand j'accompagne une famille avec un animal ou quand j'accompagne quelqu'un au niveau médical ou psychologique. C'est les mêmes processus, on est sur le changement» et donc du coup, je me suis dit: «Mais punaise, en fait, l'EM, ça serait tellement pertinent pour les professionnels de ce milieu-là». Et je me suis dit: «Bah, je vais lancer la formation. C'est bon, je maîtrise mon domaine, j'ai juste à trouver des personnes intéressées par l'accompagnement de l'humain». Parce que quand on travaille dans ce type de métier ou qu'on est bénévole dans ce milieu-là, on n'accompagne pas les chiens ou les chevaux ou les chats, on accompagne l'humain avant tout. Et en fait, généralement, c'est des super professionnels experts au niveau de l'animal, mais ils ont aucune base et aucune notion au niveau de l'accompagnement de l'humain. Sauf que c'est comme avec des enfants, si j'accompagne pas le parent, il y a rien qui changera pour l'enfant. Et là, c'est pareil, si j'accompagne pas et que je fais pas évoluer les humains et les humaines d'animaux, il y a rien qui changera pour l'animal. Je peux lui donner tous les meilleurs arguments du monde. Je peux prendre le chien ou l'animal chez moi en pension 2, 3 semaines le bosser, il retourne dans son environnement, ça repart dans l'autre sens parce qu'on n'a pas accompagné les gens. Et du coup, je me suis dit, punaise, le M, c'est hyper important. Je trouve ça mais tellement pertinent parce que du coup, ça apprend à accompagner l'humain, à savoir ce qui se passe pour eux, à ajuster son fonctionnement, sa communication, à agir de façon stratégique pour du coup aider l'humain à avancer. Et aider l'humain à avancer, c'est permettre à l'animal d'avancer, d'évoluer dans quelque chose de beaucoup plus positif et de beaucoup plus rapide. Et pour les professionnels, bah, c'est aussi beaucoup plus, hem, comment dire? C'est aussi beaucoup plus léger parce que ça leur permet de tenir dans leur boulot pendant des années. Moi, le nombre que je vois qui sont complètement épuisés. J'imagine que c'est cadrant Tout pour eux et à fait, rassurant peut-être aussi? tout à fait. Pardon, je t'ai coupé. Bah oui, ça donne des repères. Ça donne des repères et donc tu sais quand ça marche pas, pourquoi ça marche pas et tu sais aussi comment ajuster du coup pour que ça fonctionne un petit peu mieux. Et le nombre de professionnels mais qui étaient blindés de bonnes intentions et que j'ai retrouvé au bout de 2, 3 ans complètement usés à se dire: «Non mais en fait je vais aller faire un autre travail parce que là les humains, je peux plus. Je peux plus, je suis usée, je suis fatiguée, je suis saturée, je suis au bout de ma vie, j'y arrive plus. Les animaux oui, mais les humains non». Mais parce qu'en fait, personne les a outillés, personne les a équipés. Et du coup, tu vois, c'est vraiment, je trouve, les 2 phases du système, ce qui se passe pour les humains, ce qui se passe pour les professionnels et la rencontre des 2. Et en fait, l'idée pour moi, quand j'ai proposé l'accompagnement des particuliers, l'accompagnement des professionnels, c'est de se dire: «Mais en fait, on travaille sur toutes les phases d'un même système pour aller vers quelque chose de plus doux, de plus bienveillant, de plus efficace et de moins usant pour tout le monde et de moins violent». Et justement, comment, parce que moi, c'est cette question-là un petit peu qui me «taraude» entre guillemets. Hem, les pros, notamment là, je pense aux comportementalistes, canins, se prennent la détresse des gens en pleine tronche aussi, tu vois? Au-delà de parler du changement. Est-ce que l'entretien motivationnel donne des outils aussi pour garder sa posture? Parce que tu es pas psychologue, du coup. Est-ce que ça peut t'aider aussi là-dedans? Et comment faire en sorte, si aussi on Mmh. peut juste discuter de ça, de comment faire en sorte que les comportementalistes ne deviennent pas des psychologues parce qu'en fait, tu as de la détresse humaine, parce que c'est de l'humain, parce que forcément, comme tu dis, il y a des choses qui se passent au Mmh. niveau de l'humain et de l'humaine. Voilà. Alors je crois alors effectivement chacun son corps de métier, les limites de son corps de métier. Maintenant, je crois qu'il faut aussi déconstruire l'illusion que, en tant que comportementaliste, on n'aura pas à accueillir la détresse humaine parce que les comportementalistes, les vétérinaires ou autres, c'est les premiers qui vont rencontrer les familles. C'est les premiers qui vont rencontrer les familles et c'est les premiers qui vont rentrer dans leur intimité. Il y a plein de comportementalistes qui vont aussi à domicile. Ça, c'est pas rien, c'est pas anodin. Quand je vais chez quelqu'un, je pénètre dans son intimité, je vois des choses que personne d'autre n'a vues, je viens toucher à des choses qui sont extrêmement douloureuses et en fait, on ne peut pas faire sans cette partie-là. Pour être un comportementaliste ou un autre professionnel dans ce milieu-là complet, il faut pouvoir être capable d'accepter, d'accueillir et de recevoir ça, parce que ça fait partie du métier. Et donc le M, je pense, ça peut donner des petites stratégies pour justement pouvoir cadrer, orienter, accueillir, accompagner, soutenir de manière bienveillante et non violente. Maintenant, je pense qu'il y a aussi, comme dans les autres corps des métiers qui touchent à l'accompagnement de l'humain, psychologue, médecin, psychiatre, sage-femme, infirmière, kiné, etc., il y a aussi quelque chose à travailler soi-même en supervision.
Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui est pas du tout, développé. Moi, j'en propose, mais j'ai jamais de demande par rapport à ça et c'est OK. Mais c'est pas du tout développé dans ces milieux-là, personne n'en parle. Éventuellement, il y a de la supervision sur la technique par rapport aux chiens, les protocoles, les situations de chiens, mais jamais par rapport à l'humain. Or, ce qui se passe dans les situations, ça vient toucher à des choses chez nous et ça, c'est important de pouvoir le travailler. Dans les autres corps de métier, c'est répandu, mais pas dans ce milieu-là. Il y a quand même des initiatives, hein, qui sont en train d'être mises en place. Là, j'ai vu par exemple qu'il y avait, la maison des soignants à Paris. C'est un dispositif pour, par exemple, les ASV, les vétérinaires, pour qu'ils puissent venir échanger, être supervisés et ils ont des, consultations psychologiques aussi et je trouvais ça génial parce que c'est des métiers qui sont hyper exposés. Donc ces pros peuvent échanger sur, des sujets autres que la Ouais, médecine, c'est ça que exactement, sur ce c'est qu'ils ça? vivent, dans leur métier, sur ce qu'ils vivent, avec les animaux, sur ce qu'ils vivent avec les clients, sur ce qu'ils jouent pour eux. Là, c'est ouais, c'est ça. La maison des soignants, une initiative de SPS. Prendre soin des autres passe par prendre soin de soi et je trouve ça hyper important. Espace dédié à tous les professionnels de santé, vétérinaires, étudiants compris. Permanence, atelier, soutien psychologique. Et ça existe aussi en version digitale, accessible 24 heures sur 24. Et je me dis, bah, en fait, il le faudrait pour les comportementalistes, pour les bénévoles en refuge, dans la protection animale, pour les étudiants en stage. Enfin, c'est tellement important. Tu dis, tout à l'heure que les comportementalistes ou, autres professionnels de l'accompagnement vont forcément être confrontés à ça, à cette détresse, à l'humain. Tu parles d'écoute, de recevoir et ça, je pense que c'est essentiel et que dans tous les cas, tu pourras pas y couper. Mais la frontière, elle est où? Elle se situe où par rapport à une psychologue? C'est de donner des conseils, d'essayer de faire de la thérapie? C'est ça la différence? Mmh. Ouais, La c'est une bonne frontière, pardon? question. Je saurais pas trop où mettre la frontière. Je pense que pouvoir écouter, accueillir, entendre, donner une place, ça, tous les professionnels de l'accompagnement peuvent le faire. Après, effectivement, aller chercher sur des choses plus profondes, avoir un aspect thérapeutique, ça, on est plus du côté de la psycho. Mais je pense qu'il y a quand même, voilà, une dimension de l'ordre de pouvoir accompagner, soutenir, reconnaître ce que l'autre vit, bah ouais, c'est difficile. Orienter, dire là, je me sens pas en capacité de, je pense pas que ça fasse partie du travail qu'on va faire ensemble ou du cadre ou de mes compétences. Je peux peut-être par contre vous donner des noms de professionnels qui pourront vous accompagner là-dedans parce que ça me semble important. Ça peut être intéressant. Je pense à des comportementalistes qui parlaient des familles. J'accompagne des familles où madame, elle est OK, pour réaliser les exercices, que je lui donne et pour adopter une vision des choses sur le chien spécifique et quand elle rentre, son mari lui dit: «C'est que de la connerie» et ça, c'est des choses en fait, tu peux pas faire avancer la situation si tu tiens pas compte de ces éléments-là. Tu es obligé d'avoir des informations personnelles sur les gens parce que si tu as pas suffisamment d'informations personnelles, bah, en fait, tu peux pas proposer, quelque chose d'adapté et qui soit tenable dans le temps pour eux. Sauf que avoir des informations personnelles, ça veut dire aussi s'exposer à des choses, qu'on maîtrise pas toujours et auxquelles on n'est pas formé. Et c'est pour ça que ton idée là de Mmh. supervision, je trouve ça génial. Enfin, j'espère que ça va que ça va Mmh. prendre à un moment. J'aimerais t'entendre sur les réseaux sociaux, parce que de mon côté, tu vois, j'ai un rapport assez paradoxal avec les réseaux. D'un côté, je trouve que ça peut être une porte d'entrée absolument géniale, pour créer du lien, pour avoir du soutien social de la part de personnes qui peuvent vivre, la même chose et d'autant plus, pour des personnes pour qui c'est pas forcément facile de créer ces liens dans la vie de tous les jours et d'un autre côté, je trouve que là aussi, les réseaux peuvent venir appuyer là où ça peut faire déjà mal, notamment quand on est dans une période un peu compliquée. J'aimerais t'entendre sur ces 2 aspects-là et si tu veux commencer par les aspects un peu moins cool. Pour moi, alors il y a plusieurs inconvénients. Le premier, effectivement, c'est ce qu'on appelle la comparaison sociale ascendante. Je vais me comparer à ce que je vois et que je considère comme étant mieux ou l'idéal à atteindre et donc du coup, ça va créer de la souffrance. Ça, clairement, on le sait, il y a plein d'études là-dessus, qui montrent que ça va augmenter, l'anxiété, la dépression, diminuer l'estime de soi, faire perdre confiance dans les capacités à gérer certaines situations, créer de la frustration, de l'insatisfaction. Quand je vois des belles vitrines avec des gens qui font des trucs incroyables avec leurs chiens, mais bien sûr que moi je frustre derrière et je me dis, «Mais j'adorerais faire ça». Je Moi aussi j'aimerais faire ça, moi aussi j'aimerais pouvoir pourquoi est-ce que moi j'y arrive pas? Ah bah, c'est mon chien, il est vraiment trop con, je caricature ou alors, bah, c'est moi, je suis vraiment trop nulle, je suis pas capable d'eux et c'est de ma faute. Donc
Donc ça peut créer ça, d'autant plus que l'inconvénient des réseaux sociaux, c'est qu'on est quand même hyper exposé. C'est-à-dire que ça soit sur TikTok ou d'autres réseaux sociaux où on va swiper, ou sur Instagram où il y a plein de trucs qui popent partout, les stories, les machins, les trucs. En fait, on est hyper exposé. Même sur 10, 15, 20 minutes de temps où on scrolle, on va avoir un taux de stimulation qui est hyper important. Et ça peut créer clairement, ça peut renforcer les images, les représentations, les attentes en amont, mais aussi pendant. Donc ça, pour moi, c'est un des un des inconvénients des réseaux sociaux, sachant qu'en plus, on n'a jamais tout le contexte. C'est-à-dire que, bah, les personnes sélectionnent aussi ce qu'elles vont mettre sur les réseaux sociaux et on ne connaît pas leur histoire. Encore une fois, entre, heu, une maman célibataire avec un bébé et un chien réactif qui arrive pas à faire ce qui est important pour elle, qui est dans un état de stress permanent et qui voit quelqu'un, qui, a 4 chiens et qui fait plein de super balades, des rencontres sociales, des machins, des trucs, et puis en plus il fait des rencontres des balades séparées et ci et ça. On se dit: «Mais punaise, en fait, moi j'ai déjà pas le temps juste d'aller aux toilettes. Je suis vraiment une mauvaise humaine, alors que l'autre, bah, elle a 4 chiens, elle ou il a 4 chiens et puis il fait, des balades séparées tous les jours et ci et ça». Oui, mais peut-être l'autre, en fait, sa condition de vie est différente. Peut-être qu'il ou elle est avec une personne qui gère plein de trucs, peut-être qu'il ou elle, ne travaille pas parce que c'est un choix dans leur organisation familiale et que du coup, il ou elle a plus de temps. Voilà, il y a plein de choses qu'on voit pas et qui du coup vont venir un petit peu aussi, Hem, ne en tout cas, ne vont pas permettre d'avoir un équilibre dans ce qu'on reçoit et dans ce qu'on peut penser. Il nous manque des infos. C'est aussi moi, pour moi, la genèse un peu de ce projet-là, tu sais, de pouvoir parler aussi des Mmh, choses qui sont difficiles. Tu vois? Parce que je me dis, j'ai à ma toute petite échelle, tu vois, d'essayer de contrer un peu ce récit qui est dominant aussi, mais parce que je pense qu'on a besoin d'un autre discours et d'entendre d'autres exactement. choses pour savoir Tout que à fait ça et je suis existe, tout à tu fait vois? d'accord avec toi et c'est pour moi l'intérêt aussi des réseaux sociaux, c'est qu'on peut porter des discours différents, même si c'est pas ceux qui prennent le plus de place sur la place publique. Mais des discours qui Bien sont plus sûr. authentiques, qui permettent à des personnes de s'identifier, de dire: «Oh punaise, je suis pas seule», de diminuer le sentiment de solitude et d'isolement, de pouvoir créer un réseau social différent, peut-être de ce qu'ils peuvent avoir au quotidien, avec des personnes qui peuvent comprendre, qui peuvent entendre, qui peuvent partager d'expériences, qui peuvent partager des tips, qui peuvent être des réels soutiens dans des moments qui sont difficiles. Moi, je sais que les réseaux sociaux, pour moi, ça a été incroyable. En tout cas, sur l'avancée avec les chiens, que ça soit au niveau comportemental ou médical, c'est parce qu'il y avait les réseaux sociaux que j'ai pu trouver des pistes de réponse qui nous ont permis d'avancer. Et j'ai pu rencontrer des particuliers ou des professionnels qui m'ont dit: «Tiens, t'as pensé à ça? Ah non. Ah, j'ai entendu parler d'une étude qui disait que la sensibilité au bruit était souvent reliée avec des douleurs. Est-ce que t'as déjà pensé à des douleurs?» Ah, non, on m'avait jamais dit ça. Et hop, ça ouvre une porte qui a permis, de solutionner des choses. Et en même temps, tu vois, moi, très personnellement, il y a aussi ce truc-là de, attention aux, alors c'est pour ça, hein, si tu veux développer ça, aux Oui, conseils non sollicités, tu vois? Enfin, en fait, tout ça peut à être fait. très dur aussi de Tout à recevoir fait. des choses Très comme dur ça. et pas toujours adapté. Là, c'était adapté. Là, pour le coup, c'était adapté. Ouais, c'est pour ça, c'est trop bien. Tout Tu vois, à ça fait. ça arrive aussi, c'est pour ça que c'est bien d'en parler aussi, hein, mais c'est moi, quand tu dis ça, moi, j'ai plutôt c'est Oui, les expériences où je me dis: «Oh!» Moi, au contraire, j'ai eu des conseils, peut-être qu'ils étaient très adaptés et que moi, j'avais pas la possibilité de les exactement. recevoir à ce moment-là, mais ça a Exactement. été dur, tu Et vois? c'est une des difficultés effectivement qu'il peut y avoir avec les réseaux sociaux, c'est que souvent les gens sont pleins de belles envies d'aider, mais que du coup, c'est pas toujours adapté. D'ailleurs, je crois que j'ai pas mal de posts sur ce qu'on appelle le réflexe correcteur, les conseils, non sollicités, parce que c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup en entretien motivationnel, parce que ça crée clairement de la dissonance dans la relation et ça peut clairement créer des choses délétères. Le conseil, il doit être demandé, attendu, il doit être adapté effectivement à ce que la personne peut entendre, à là où elle en est dans sa vie. Il faut que ça soit dosé et comme dit, toujours avec le consentement de la personne. Et ce qui est et le mieux, c'est que la personne qui donne le conseil connaisse bien la situation de la personne. Mais voilà, c'est pas toujours des critères qu'on peut avoir, surtout sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que moi, souvent, quand je parle des difficultés, médicales d'à côté, je peux être sûre que dans, les 10 minutes qui suivent, j'ai un ensemble de messages privés, en me disant: «Tu as déjà essayé ça et ça et ça et ça?» Et j'ai envie de dire: «Mais les gars, en fait, ça fait, elle a 9 ans et demi, j'ai essayé tout ce qui existait». Donc tout ce à quoi tu es en train de penser, dis-toi que moi je l'ai déjà fait. Et encore une fois, ça part pas d'une mauvaise intention, au contraire, ça parle vraiment d'une belle intention d'aider, mais sans avoir les informations, le dossier médical, la configuration de vie, tout ce qui se passe, les détails et les subtilités,
c'est pas toujours évident de pas taper à côté et ça peut créer de l'autre côté de l'énervement, de la détresse, de la douleur, en tout cas des choses qui vont, venir nuire à la relation et à la personne. Donc vraiment, les conseils non sollicités, pour moi, l'idée, c'est vraiment de passer ce message et dans les posts que je fais aussi, de demander à la personne s'ils sont OK pour que vous leur partagez une information. Et si ils disent: «Non», on respecte le non. Parce que ça, des fois, c'est pas toujours: «Oui, bon, mais je te le dis quand même». Non, Ouais, ouais, c'est clair. Il y a plusieurs étapes sur un conseil non exactement et sollicité. encore une fois, on est dans quelque chose où c'est la personne qui donne le conseil qui essaye de réduire sa propre tension. Faire un passage en force parce que ça crée une tension à l'intérieur de moi que j'ai vraiment envie de le dire parce que je pense vraiment que ça peut aider et que ça me frustre beaucoup de pas pouvoir le dire et je vais faire un passage en force. Quand tu parles de réflexe correcteur, le réflexe, il est pour la personne qui émet le Exactement. conseil, c'est ça? C'est le Ah, réflexe OK. de l'expert Et ou là, c dans les dernières versions en EM, ils appellent ça le réflexe réparateur. Je vais avoir envie, moi, en tant que personne, de conseiller, de réparer ce qui se passe chez l'autre. et dernière petite chose, moi, que je vois, qui peut être difficile dans les réseaux sociaux et après on va parler des très bonnes choses aussi parce qu'il y en a de très belles. On a déjà un petit peu commencé à l'évoquer, mais, tu vois, moi, j'ai un compte, justement, là, qui est un compte chien et donc je me suis abonné à plein de comptes de chiens. Donc en fait, ce qui fait, c'est que j'ai que des trucs de chiens, tu vois? C'est le principe du compte de chien. Sauf qu'en fait, quand tu es dans une difficulté ou déjà au quotidien, c'est pas forcément facile. En fait, tu te retrouves où tu vas te connecter parce que des fois, tu vas combler un truc ou peu importe, tu vas aller sur les réseaux, tu vas scroller et tu vas voir que ça. Et franchement, mais ça peut être dur. Donc à part, juste Oui, ne pas y aller, du coup oui, ne pas se connecter, je suis c'est d'accord. difficile, quoi. Je peux rien dire d'autre que je suis d'accord, désolée. Non, mais c'est vrai et c'est les expositions répétées et je crois que là, il y a aussi quelque chose à travailler chez nous de l'ordre du FOMO, donc de la peur de manquer quelque chose, donc de pouvoir arriver à se dire: «C'est OK si je loupe quelque chose, c'est pas la fin du monde» et de pouvoir doser notre curseur en disant: «Là, je me sens prêt à être exposé et là, je me sens pas prêt à être exposé». Moi, je l'ai eu beaucoup avec les groupes de chiens loups sur Facebook, entre autres. Ce qui se passait dedans, ça me rendait, folle, ça me rendait malade et en fait, à un moment donné, je suis sortie de tous ces groupes. Ouais, de me dire: «Mais en fait, là, je suis dans une phase de vie où, en fait, je suis en train de me rendre malade pour des choses que je vois qui sont pas éthiques, qui sont violentes, qui sont maltraitantes, qui sont» et de façon très subtile, hein, mais je peux plus m'exposer à ça, donc j'en sors et donc je crois que là, il y a aussi quelque chose à jouer. Essayer de doser en se disant: «Aujourd'hui, est-ce que je me sens d'être exposée à ça? Oui, j'ouvre» ou «Non, j'ouvre pas, j'ouvrirai à un autre moment» ou de sélectionner les comptes, de les mettre en sourdine, de mettre certains comptes en sourdine ou ce genre de choses. Moi, je sais qu'il y a des comptes que je trouve très intéressants, mais où aujourd'hui je suis pas en mesure d'accueillir, de façon répétée ce à quoi ça me confronte. Donc j'ai pas envie de les quitter parce qu'ils sont intéressants, mais je les mets en sourdine. Voilà, il y a des petites, techniques comme Ouais, très ça à bien. voir, de diversifier. Tu dis: «Bah, c'est un compte chien, donc j'ai que du chien». Peut-être que des fois diversifier, ça peut aussi aider. C'est des petites pistes, hein, mais je crois que chacun doit trouver ce qui marche le mieux pour lui à un instant T. Exactement, parce que c'est vrai que ça, c'est des conseils qui sont géniaux et c'est vrai qu'après quand tu es dans la vraie vie Bien et dans le sûr. quotidien, c'est pas forcément facile de Exactement, prendre ce recul-là, du tout, exactement. tu vois? Mais juste de les avoir, de les entendre, après peut-être que ça peut donner des pistes. C'est juste ça l'idée, bien sûr, Mmh, l'idée c'est pas de donner des conseils qui c'est ça fonctionneraient pour tout le monde. et puis garder en tête aussi, je me dis que de pouvoir tester, de se dire: «Je suis à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Si là, je me sens pas bien et que j'ai l'impression de m'enfoncer, est-ce qu'il peut y avoir un rôle des réseaux sociaux là-dedans ou pas? Est-ce que si je coupe là 2-3 jours, j'ai une amélioration ou pas?» Voilà, ça peut aussi être, ouais, j'ai envie de dire que je crois que le plus important, c'est pas tant les solutions, mais d'être attentif à ce qui se passe à l'intérieur, d'essayer de comprendre pourquoi et de tester et d'ajuster, voir si ça a un impact positif ou pas sur ce qu'on vit au quotidien. Quand tu parles de groupe Facebook, c'est vraiment quelque chose quand même parce que moi, on m'avait conseillé, tu vois, c'était une vétérinaire comportementaliste qui avait posé un diagnostic sur Menzo il y a des années et elle m'avait dit: «Tiens, allez sur ce groupe Facebook, tu vois, qui regroupe tous les binômes, tu vois, qui auraient eu ce diagnostic-là», qui était très à la mode, bref. C'est pour ça que je le cite même pas parce que ça sert à pas grand chose, mais et du coup, ce groupe-là, tu vois, c'était pour, les chiens, qui ont ça. J'y suis allé, mais ça a été une catastrophe entre les conseils non sollicités, tout le monde qui décharge des situations plus horribles qu'une autre et toi, tu te prends tout ça en pensant à la base que ça va t'aider parce que tu vas être avec des gens qui Exactement. comprennent, ou en tout cas qui vivent peut-être à peu près la même chose et à un moment, j'ai quitté comme toi, j'ai quitté ce groupe-là parce qu'en fait, ça me faisait plus de mal qu'autre chose et pourtant
dedans, il y avait des choses super positives de partage d'expérience, de je me sens soutenu, j'ai pas honte parce que je comprends. Il y a d'autres personnes qui vivent ça, donc il y avait des très bons côtés, mais il y en avait d'autres. Mais je me sentais mal après, mais c'était une horreur. Exactement, tu as tout à fait raison. Et il y a des comptes aussi qui ont un discours plus authentique, qui parlent beaucoup des difficultés qu'ils rencontrent, et je trouve ça tellement important. Mais c'est vrai que des fois, certaines phases de vie, on n'est pas en mesure de se confronter à ça, et c'est OK. Ça veut pas dire que c'est bien ou mal, ça veut juste dire que là, maintenant, moi, François, ça me fait plus de mal que de bien. Peut-être que j'y retournerai un jour ou pas, ou peut-être que j'y retournerai différemment, mais que là, en fait, c'est trop difficile pour moi, et c'est OK. Et tu vois, c'est pour ça que, hem après peut-être quand tu es plus en capacité d'avoir un peu plus de nuances aussi par rapport à ça, parce que j'ai beaucoup parlé des points négatifs, tu vois? Mais si je parle un petit peu au François d'il y a quelques années en disant: «Mais il y a des très belles choses aussi sur, tu vois, sur les réseaux», et notamment je parle sur Instagram, parce que tu peux faire des rencontres absolument géniales. Hem et tu peux rencontrer justement ces partages d'expériences d'une autre façon. Et tu vois, c'est peut-être pour ça que moi je parle des réseaux sociaux, alors qu'il y a des personnes en fait qui n'ont pas besoin Mmh, de ce média-là pour, créer des liens et mmh, parler de ce sujet-là, qui arrivent à le faire soit avec leurs proches, soit avec leur entourage, mmh, soit avec mmh. des gens qu'ils ont rencontrés dans la vie, en présentiel. Et moi je trouve par contre que ça a été, quelque chose qui a été, super parce que j'avais des difficultés à le faire dans la Mmh. vie au quotidien, et que ça a été une façon de créer des liens et de parler de ces Exactement. sujets-là, avec des gens qui connaissaient ça et qui vivaient Tout ça. à fait. Et qui pouvait du coup être suffisamment empathique, bienveillant, accueillant, soutenant pour pouvoir t'aider dans cette partie-là de ta vie. Et donc justement, quand on parle de partage d'expériences, et de discussions entre pairs, PAIRS, j'ai vu, et on en a un petit peu discuté justement sur Instagram, que tu avais mis en place, à une époque, il y a 2 ans il me semble, des groupes de parole, justement pour humains, humaines de chiens, réactifs. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Parce que moi je trouve que c'est absolument Oui, génial comme alors idée. c'était quelque chose qui me travaillait depuis un moment et j'avais pas eu le temps de le mettre en place. Il y a eu un événement dans ma vie qui a fait que je me suis dit: «Là, il faut qu'il y ait du groupe, ça peut plus être que de l'individuel», dont je vais pas parler sur les réseaux. Bon, il y a plein de trucs dont je parle pas sur les réseaux parce que je suis pas c'est trop douloureux pour moi et que j'ai pas envie. Et à ce moment-là, je me suis dit: «Mais en fait, l'individuel, c'est bien, c'est intéressant, c'est pertinent, mais le groupe, c'est aussi ça peut aussi être important et soutenant dans certaines périodes de vie». Et moi, à ce moment-là, j'ai eu besoin du groupe, en tant que professionnelle, mais aussi personnellement. Et donc je me suis dit: «Vas-y, je le lance». Et donc du coup, j'ai lancé effectivement ces groupes, donc c'était une fois par mois, si je dis pas de bêtises. Ces groupes pour les humains ou les humaines de chiens réactifs, dits réactifs ou avec des sensibilités. Et alors comment les participants l'ont vécu, est-ce que ça a été pertinent, efficace pour eux? J'ai envie de dire, faut leur demander. En tant que professionnelle, je trouvais ça intéressant, important de pouvoir avoir, de pouvoir en tout cas, moi, ce que j'ai constaté, c'est que le fait de pouvoir réunir, des personnes qui traversaient des difficultés qui étaient différentes, parce que les cas étaient, différentes, les formes, que ça prenait étaient différentes, mais qui traversaient des difficultés avec le fait d'avoir la relation avec leur chien à cœur, l'impact sur leur vie, que ça soit au niveau de leur vie sociale, leur vie sentimentale, leur vie professionnelle, leur vie, de leurs projets, de leurs attentes, de leurs espoirs, de ce qui se passait émotionnellement, psychiquement pour eux, de pouvoir les réunir ensemble et leur laisser un espace de parole, je trouvais ça vraiment, vraiment important. Voilà, qu'ils puissent se rendre compte qu'ils sont pas seuls. Je trouve que ça luttait aussi contre l'isolement. Il y avait, bah, comme tu le décrivais avant aussi, ce sentiment d'être compris, de dire: «Mais punaise, en fait, là, je peux parler du fait que mon chien, il ait mordu quelqu'un dans la rue et j'en parle pas parce que j'ai tellement honte». Et là, en fait, c'est une des premières fois où je peux en parler avec d'autres personnes. Pas juste avec un professionnel, avec d'autres personnes qui, des fois, ont vécu la même chose, des fois ont vécu des choses différentes, mais sans me sentir jugée. Et je trouve ça tellement important. Tellement. Et tu parlais justement de suivi individuel qui est super. En quoi c'est complémentaire avec, justement le groupe? Tu Mmh, as déjà un petit peu répondu en disant que sortir de la honte et de parler à d'autres personnes que des professionnels, tu vois? Et de sentir qu'il y a d'autres tout à personnes qui ont fait. vécu ça. Donc tu Je pense as que commencé à c'est une répondre. lutte contre l'isolement social. Il y a aussi quelque chose de l'ordre de même si on essaye en tant que professionnel de faire en sorte parce que pour moi, j'ai à cœur d'être vraiment dans une relation thérapeutique égalitaire, collaborative, c'est-à-dire, il y a pas moi et l'autre. On est moi, j'ai mon expertise et l'autre a l'expertise de sa vie. Malgré tout, même si je mets beaucoup d'efforts et d'énergie à être là-dedans, on reste quand même dans une relation qui est asymétrique parce que je suis le professionnel, la professionnelle, et que l'autre est le ou la consultante. Donc il y a de facto une asymétrie. La personne paye aussi les prestations. Moi, je parle pas de moi ou de ma vie ou de ce que je traverse ou de ce que j'ai pu vivre.
En dehors de très courts moments où je demande l'autorisation parce que ça me semble pertinent, c'est une stratégie qu'on appelle le dévoilement personnel, une stratégie thérapeutique, qui doit être maniée avec beaucoup de subtilité pour pas que ça devienne la consultation du professionnel. Mais, mais voilà, ils ont pas d'informations sur moi. En dehors, éventuellement, s'ils me suivent sur les réseaux, de ce que je mets sur les réseaux, mais qui est 5 de ma vie. Alors que sur un groupe, on est sur quelque chose de beaucoup plus égalitaire, où tout le monde est au même niveau, où tout le monde aborde ce qu'ils vivent, ce qui est différent, tout le monde donne des informations personnelles et ça, je trouve que ça contribue vraiment, un, à tout ce qui touche à l'empathie et deux, au sentiment d'être moins isolé. 3, au fait de pouvoir peut-être trouver des pistes et des stratégies dans les vécus des autres, de l'espoir, de dire: «Punaise, mais elle, il s'est passé ça, moi aussi et là regarde où elle en est, aujourd'hui. Toi aussi, en fait, tu peux y arriver». Donc je trouve que c'est une dynamique qui est différente, qui est différemment soutenante et qui est complémentaire. Et tu parlais du coup, c'était une fois par mois. C'était quoi le format? Une Ça heure et durait combien demie. de temps? Et comment ça se passe exactement? Ouais, C'est c'est en ça, visio, tout à fait. j'imagine C'était aussi? 1 heure et demie. Alors, on dépassait souvent, ne nous mentons pas. C'était 1 heure et demie à 2 heures, voire plus le soir en visio. Et effectivement, moi, mon rôle, du coup, c'était d'animer. Donc, il pouvait y avoir des petits icebreakers, ce genre de choses, juste pour créer la confiance dans le groupe, parce que c'est important que les gens se sentent en confiance et en sécurité. Et puis, du coup, voilà, on pouvait soit avoir des thèmes libres, soit des thèmes prédéfinis en fonction de la séance. Et comment toi, tu as vécu cette expérience-là, justement? Qu'est-ce que tu en retires, toi? Est-ce que tu as envie de le refaire? Ouais. Quelles ont été les difficultés? Alors ça, c'est plus au niveau personnel que professionnel parce que j'ai l'habitude d'animer des groupes, même si professionnellement, moi, j'ai toujours un stress quand j'anime des groupes, des groupes thérapeutiques ou des groupes de soutien, ce que j'ai pas en formation. Mais donc voilà, un petit défi, c'est que moi, ça me fait jouer mon stress, mon syndrome de l'imposteur, ce genre de choses. Personnellement, je pense que moi, ça m'a fait beaucoup de bien aussi d'entendre les témoignages parce que j'étais dans une période de vie où j'avais besoin aussi d'entendre ça et de pas me sentir seule, même si j'en parlais pas. Donc ça m'a beaucoup aidée aussi. La relation thérapeutique, c'est une relation vivante, hein, pas juste dans un sens, mais dans les 2. Je pense que ça m'a beaucoup aidée aussi. À ce moment-là, une période de vie où vraiment j'avais besoin de ça. J'aimerais le refaire. Donc ça s'est arrêté avec, la grossesse et l'accouchement, du coup et malheureusement depuis mes soirées sont un peu prises. Ça changera probablement avec, la croissance du mini humain, mais pour l'instant, j'arrive pas à libérer des créneaux en soirée. J'aimerais beaucoup le refaire, par contre, j'aimerais avoir un format légèrement différent. En fait, j'aimerais pouvoir le faire à 2 avec, une personne qui est comportementaliste. Voilà, pour moi aujourd'hui, ça me semble important et j'aime travailler en équipe, d'avoir ce double regard croisé, donc avec psycho et comportementaliste. Donc si je devais le refaire, je pense que je privilégierais, la co-animation avec, des métiers qui se croisent. Et moi, j'avais une petite question aussi qui me tenait à cœur et j'ai l'impression que c'est aussi le cas pour toi. Comment tu fais, quand tu es dans une situation précaire, notamment, financièrement, hem, pour, justement quand même avoir le droit à bénéficier d'un accompagnement qui pourrait t'aider et qui pourrait être grandement utile? C'est une Comment ça se excellente passe? question et qui me tient très à cœur et où malheureusement j'ai pas beaucoup de pistes parce que la situation actuelle fait que c'est très difficile, mais il y a quand même des choses qui existent. Alors, déjà, il y a pas mal de psychologues qui peuvent proposer des tarifs préférentiels. En tout cas, des tarifs réduits. Étudiants, personnes sans emploi, personnes précaires. Donc, il faut les trouver. C'est pas toujours évident parce que quand on n'est pas bien, on n'a pas envie d'appeler tous les psys pour savoir s'ils font des tarifs réduits. Donc, c'est compliqué. Donc, il y a déjà cette possibilité en libéral. Hem, 2e possibilité, il y a, les institutions. Donc tout ce qui est centre médico-psychologique, centre thérapeutique de jour, il y a des lieux avec, des consultations gratuites. Donc faut trouver, ça peut dépendre, de différentes associations ou structures en fonction du secteur où les gens sont. Dans les hôpitaux, il y a des lignes d'écoute aussi qui sont gratuites, qui peuvent être intéressantes. Hem, il y a alors moi, j'y adhère pas pour des raisons, de protection des patients et de l'avenir, du soin, psychique. Mais je pense qu'il faut quand même le mentionner, il y a le dispositif Mon soutien psy, où il y a un certain nombre de consultations gratuites qui sont, possibles. C'est Il ça, y en a 12, ouais. auprès de professionnels qui sont listés dans l'annuaire et qui adhèrent au dispositif. Ça peut être une piste aussi. Oui, parce qu'il y a la difficulté, tu as cité, les CMP.
Malheureusement dans certaines régions et peut-être dans toutes les Oui, régions, j'en sais rien, tu vois? En oui, France, ça peut être super compliqué, tout il y a à une liste fait, d'attente tout absolument à fait. interminable. Enfin, c'est difficile. Le soin E en France, il est dans un exactement et il état, faut garder en tête que, les délais d'attente peuvent être longs et qu'on choisit pas le professionnel qu'on va voir non plus. Donc on a le professionnel moi j'ai bossé, plus de 10 ans en institution, voilà, où les personnes avaient accès gratuitement aux consultations des professionnels présents. Bah, si ça passe j'étais la seule psychologue, si ça passait pas avec moi parce que, pour X raisons, bah, en fait, il y avait pas d'autre possibilité. De la même façon, il y a des, voilà, si il y a des structures où il va y avoir que des psychologues d'orientation analytique. Si moi je veux une autre orientation, TCC, EMDR ou autre, bah, peut-être que j'y aurais pas accès à ce moment-là ou le contraire. TCC et puis moi je veux plutôt une approche psycha, j'y aurais pas accès. Donc il y a pas je crois qu'il y a pas de bonne ou mauvaise solution, il y a que ce qui est possible à un instant T en fonction de ce que le système peut encore proposer aujourd'hui et de ce que les professionnels peuvent proposer aussi et de là où on en est, quoi. et pour les étudiants et étudiantes, en plus de mon suivi psy, il y a un un Exactement, dispositif, similaire qui, s'accumule. tout Donc tu à as le fait. droit à 12 autres, séances supplémentaires aussi. Après, c'est pas forcément les mêmes professionnels, donc c'est un suivi d'un côté et après un autre suivi qu'il Tout faudra à fait. entamer avec une autre personne. Tout Mais il y à a cette fait, possibilité-là exactement. aussi. Moi, je suis pour le remboursement des soins psychiques. Enfin, vraiment, moi, je me bats depuis des années pour ça et on est Moi aussi. nombreux et nombreuses à se battre pour ça, pour ce remboursement intégral des soins psychiques. Voilà. Il y a des mesures qui ont été prises, qui sont pas toujours au profit des patients et des professionnels, mais je me dis, c'est déjà ça. euh, voilà, c'est déjà ça. Petite mais grande question du coup, Morgane. Est-ce que tu as des messages que tu aimerais faire passer un petit peu aux humains, humaines qui vivent la relation avec un chien, dit réactif? Oui, que c'est pas une fatalité et que, je crois qu'il y a quelque chose d'important dans le fait de s'autoriser à reconnaître que c'est difficile, à pouvoir le dire et à demander de l'aide si on en a besoin. C'est tout à fait légitime, c'est pas un échec, c'est pas une marque de faiblesse. Au contraire, ça demande une force et un courage incroyable et je crois que pouvoir se dire: «Il existe des possibilités et j'ai le droit d'y avoir accès», c'est important. Dans la deuxième partie de cette discussion, on va justement explorer ce que ces relations viennent parfois toucher de plus profond chez nous et comment ça peut évoluer. Si cette première partie vous a parlé, si vous vous êtes reconnu dans cette solitude, cette charge, cette impression de traverser ça sans trouver un endroit fait pour ça, je travaille sur quelque chose pour vous. Un espace pensé pour les humains et les humaines de chiens réactifs. Des outils de régulation émotionnelle, des ressources fiables rassemblées au même endroit et une communauté sans jugement où il est possible de ne plus rester seul avec tout ça. Une première version est en cours. Le lien est en description si vous voulez suivre le projet.